bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf aujourd'hui. J'ai l'honneur de recevoir Madame Valérie Virtal-Loriot. Elle est co-secrétaire académique du SNES-FSU et nous parlerons évidemment de la rentrée prochaine. Nous sommes déjà à la fin du mois d'août et la rentrée c'est pour bientôt. Bonjour Madame Valérie Virtal-Loriot. Bonjour Emmanuel. Vous avez passé de bonnes vacances? Ma foi, oui, des vacances un petit peu courtes parce qu'il a fallu aussi suivre tous les dossiers des néo-titulaires, des stagiaires qui sont nommés en France. Donc on les a suivis pendant presque toutes les vacances. Mais enfin, on est prêt pour la rentrée. Alors, on commencera par les néo-titulaires. Ça veut dire quoi, néo-titulaire? Un néo-titulaire, c'est celui qui était stagiaire, qui a réussi au concours, donc qui était stagiaire pendant 1 an et qui devient titulaire à partir du 1er septembre. D'accord. Titulaire, mais pas forcément en Martinique. Titulaire, mais pas forcément en Martinique. Mais c'est récurrent. Chaque année, j'entends parler de cette histoire. Il n'y a pas moyen qu'une fois pour toutes, qu'on soit embauché dans l'académie où on a passé le concours et qu'on a réussi son concours. Alors oui, chaque année on en parle. Pourquoi? Parce que ces dernières années, on a beaucoup supprimé de postes. Et c'est ça le problème. En fait, le problème fondamental, c'est les suppressions de postes. Si on ne supprime pas de postes, ça permet à l'académie de pouvoir accueillir ces néo-titulaires. Mais en général, malheureusement, quand en décembre, il y a le CTM, le comité technique ministériel, qui statue sur les suppressions de postes, en général, en janvier, on a une journée de grève parce qu'il y a justement trop de suppressions de postes. Et en général, en janvier, tout le monde s'en fiche un peu, malheureusement. Et c'est à ce moment-là qu'il faut faire la pression sur l'État pour pouvoir gagner et arracher des postes. Parce que quand on ferme des postes, naturellement, l'académie sera fermée à nos néo-titulaires. D'accord. Alors, avec l'arrivée du nouveau gouvernement de M. Macron, avec un nouveau ministre de l'Éducation nationale, quelles sont vos impressions sur ce nouveau ministre? Alors pour l'instant, je n'ai pas véritablement d'impression. J'ai regardé quand même les questions au gouvernement. En général, il y a toujours une question qui est posée au ministre de l'Éducation nationale. Je trouve ces réponses extrêmement évasives. Naturellement, ce sont des hommes politiques, donc ils ne connaissent pas profondément la maison éducation nationale. Mais je trouve ces réponses très, très évasives et je suis un petit peu inquiète quant à la tenue de la maison éducation nationale. Mais en même temps, j'ai coutume de dire que les personnes essentielles dans cette grande maison, ce sont les enseignants. Oui. Et tout le bruit qu'il y a eu autour de sa nomination, vous en pensez quoi? Est-ce que c'était justifié ou bien est-ce qu'il faut attendre et juger sur les actes? Non, moi je crois que c'est tout simplement une affaire de racisme pur à la française. Donc non, moi je ne considère qu'il a été choisi. Et c'est au chef de l'État de choisir, enfin au Premier ministre de choisir ses ministres. Les choses ont été faites, point barre. On n'a pas à revenir sur ça. Pour moi, c'est juste une affaire de racisme. D'accord. Alors, dans ce que le président Macron a sorti ces derniers temps, enfin, on a parlé aussi de l'argent. Monsieur Macron, le président de la République française, disait 2 000 euros en début de carrière. Ce n'est pas le cas aujourd'hui? Alors, il faut savoir qu'un jeune enseignant en France, un jeune enseignant en France, il est à 1 400, 1 500 euros mensuels. Donc, net, brut? Net. Net, d'accord. Voilà. Il est à 1 500 euros. Donc, vous voyez, ce sont des choses qui sont assez graves quand même pour un concours qui est difficile, qu'on doit passer avec un bac plus 5. Ce sont les salaires des catégories A les plus bas de France, en fait, ces salaires d'enseignants. Donc, ce n'est pas une grande surprise, ce qu'a annoncé Emmanuel Macron. C'était déjà dans les tuyaux, on en parlait beaucoup ces derniers temps, que les jeunes enseignants débuteraient à 2 000 euros, ce qui est quelque chose d'extrêmement positif. Mais je rappelle à toutes fins utiles quand même que ça fait des années que les organisations syndicales, et notamment le SNES et la FSU, se battent pour pouvoir revaloriser les salaires, mais que dans cette décision, il y a quand même une inquiétude parce que quand on revalorise les débuts de carrière, ça veut dire que les débuts de carrière ont exactement le même salaire que ceux qui ont 10 à 12 ans d'ancienneté. Est-ce que c'est normal? Non. Que va-t-on faire pour les autres? Parce qu'on a beaucoup parlé des débuts de carrière, alors que nous sommes en demande au SNES et à la FSU de revaloriser l'ensemble des salaires des enseignants, c'est-à-dire début, milieu, fin de carrière. Ouais. Donc, il y a vraiment un questionnement autour de ça. Il a parlé aussi,
président de la République de pacte avec les enseignants. On verra ce que ça sera précisément, puisqu'il s'agit apparemment d'un pacte pour augmenter les salaires, mais avec derrière des obligations supplémentaires pour les enseignants. Ça, nous considérons, en tout cas au SNES et à la FSU, qu'il n'est pas question d'augmenter sous condition. Il faut augmenter tous les salaires sans condition, parce qu'on a beaucoup perdu ces dernières années, notamment en termes de points d'indice. Alors, pour les débuts de carrière à 2 000 euros, est-ce qu'à la Martinique, on aura 2 000 euros net plus les 40%? Oui, il y aura normalement, puisqu'on n'a pas encore tous les tenants et les aboutissants, 2 000 euros plus les 40% en début de carrière, qui se justifient tout à fait en Martinique. Regardez le coût de la vie, etc. Ça se justifie. Oui, parce que l'éloignement aussi, chaque fois que je prends cet exemple avec la Corse, on est, je ne sais pas moi, bon, la DOM, on ne va pas parler forcément de la Corse ce matin. Alors, est-ce que cette rentrée que Madame la rectrice, c'est une dame, oui, dit rentrée sereine, qu'est-ce qu'elle entend par une rentrée sereine? Alors pour elle, il s'agit d'une rentrée naturellement. Nous avons tous besoin et envie d'une rentrée sereine, mais pour avoir une rentrée sereine, il faut avoir les conditions. Il ne suffit pas de déclarer à grand renfort de presse qu'il y a une rentrée sereine pour qu'elle le soit. Il faut avoir les conditions d'une rentrée sereine et pour l'instant, les conditions ne sont pas réunies. Il y a toujours cette situation extrêmement difficile des néo-titulaires, mais aussi aujourd'hui des stagiaires, parce qu'aujourd'hui, la situation est tellement mauvaise au niveau de l'éducation. Il y a eu plus de 4000 postes offerts au concours qui n'ont pas été pourvus. Donc la situation est tellement mauvaise qu'on est obligé de répartir la pénurie sur l'ensemble du territoire français. Ça veut dire que même nos stagiaires qui avaient l'habitude d'être nommés pour leur stage en Martinique, beaucoup d'entre eux sont nommés en France et on est en train de suivre les dossiers, de pousser au ministère avec naturellement l'aide de notre secrétariat général et de notre secteur emploi national qui pousse au ministère pour pouvoir permettre à nos stagiaires de faire leur stage en Martinique. Il y a beaucoup de situations familiales très difficiles, des situations avec des parents vieillissants. Enfin, il y a plein de choses qui font qu'on a l'impression, et je le disais aussi, je me rappelle la dernière fois que j'étais chez vous, il y a un vrai problème de ressources humaines dans l'éducation nationale. L'éducation nationale, c'est combien de personnes à peu près? La maison, enfin tout le monde, quoi. C'est-à-dire qu'entre les enseignants, les personnels administratifs, etc., sincèrement, je me perds. J'avouerai aujourd'hui que je me perds complètement dans les chiffres. En Martinique, je sais qu'il y a à peu près 6 000 à 6 500 enseignants. D'accord. Premier et second degré. Sans parler des administratifs. Sans parler des administratifs. D'accord. Voilà. La rectrice, elle vient d'arriver aux Antilles? Elle est arrivée dans le courant de l'année dernière, il me semble, en fin d'année dernière. Et vous avez senti déjà un changement avec le recteur qui était là avant? Alors, il y a un changement de posture déjà. On n'a pas l'impression qu'on vient nous porter une bonne parole française. C'était le gros problème. On a aujourd'hui quelqu'un qui est issu du domaine un petit peu de la sociologie et qui a l'air d'écouter, mais on fait toujours très attention parce qu'on a déjà des petites alertes qui nous font dire qu'il faut qu'on reste sur nos gardes pour pouvoir défendre au mieux les collègues, parce que c'est pour ça qu'on a été élus. C'est pour défendre les collègues et pour pouvoir s'assurer que la parole des organisations syndicales est entendue. Alors, on parle aussi de 4 jours de formation pour les nouveaux titulaires, c'est ça? Les nouveaux contractuels. Les nouveaux contractuels. 4 jours. Est-ce que 4 jours suffisent pour pouvoir enseigner? Naturellement que 4 jours ne suffisent pas, mais il faut dire les choses aussi normalement. C'est-à-dire que tous les contractuels qui ont été embauchés, pour la plupart du temps, ils ont 0 jour de formation. Ils sont lâchés dans le bain. En fait, on veut absolument que les parents voient qu'il y a un professeur devant leurs enfants. Mais souvent, il n'y a pas eu de formation. Les premiers contractuels, ils ont appris sur le terrain. Par contre, ils n'ont pas appris leur discipline sur le terrain, puisque leur discipline, ils la connaissent. Ils sont diplômés d'une discipline. Donc, ils savent ce qu'ils doivent faire, mais ils apprennent le métier sur le tas. Beaucoup. Je prends même mon exemple. Oui, quand vous avez commencé... J'ai commencé en tant que contractuel. Ouais. J'avais la chance d'avoir des parents enseignants. Donc, j'ai eu des pistes, etc. Mais j'ai été lâchée dans le grand bain.
directement. Donc, bien évidemment, on connaît sa discipline puisqu'on est diplômé de sa discipline. Donc, il n'y a pas de problème en termes de connaissances à partager et à apprendre à nos élèves. Mais en termes de posture, en termes de relation avec les élèves, etc., ce sont aussi beaucoup de choses qu'on apprend sur le tas. Donc, qu'il y ait 4 jours, tant mieux. Mais je crois que c'est aussi beaucoup de communication, tout simplement parce qu'on se rappelle du job dating de Versailles qui a choqué beaucoup de personnes. Hein. Donc, il a fallu aussi pour l'État de montrer qu'on fait attention et qu'on essaye de former. Mais il y a 4 jours, c'est déjà un premier pas, mais bien évidemment que ce n'est pas suffisant. Il manque toute la formation qui est dispensée à l'INSPE sur la psychologie de l'adolescent. Il y a plein de choses aussi à connaître pour pouvoir travailler face à des élèves. Hein. C'est pas simple, c'est un métier qui est quand même, c'est un métier qui s'apprend. Donc, mais c'est une mauvaise communication du gouvernement, enfin du président apparemment, parce que si vous me dites que vous avez commencé comme ça il y a quelques années, j'entends d'autres personnes qui poussent des cris en disant c'est quoi, c'est scandaleux. Finalement, c'est simplement des problèmes politiques alors. Alors, on pousse des cris d'orfraie, c'est normal quand on ne sait pas exactement comment les choses se passent dans l'éducation. Je ne dis pas que c'est normal qu'on soit jeté dans un bain comme ça. Ce n'est vraiment pas normal, ce n'est absolument pas normal. Mais je dis que 4 jours, c'est déjà ça, eu égard au fait que la plupart du temps, et j'ai aussi échangé avec ma mère quand elle a commencé aussi en tant que contractuelle, elle n'a pas eu de formation particulière. Donc c'est déjà un premier pas, même si pour nous, il faudrait embaucher davantage pour qu'il y ait des gens qui soient issus des instituts d'enseignement, l'INSPE, je pense à l'INSPE, l'ex-UFM, ce qu'on appelait l'école normale. L'école normale, oui. Voilà. Sur la route de François, il dans le faut château. vraiment... Ah, ça, j'ai pas connu, je suis désolée. Non, Ah bon? Je suis trop jeune, désolée. Mais il faut une vraie formation pour devenir enseignant parce que c'est un métier de plus en plus difficile puisque la société elle-même est de plus en plus difficile. Alors justement, puisque vos parents sont enseignants, entre vous, aujourd'hui, Mme Valérie Viertal-Loyo, et Mme votre mère, est-ce que vous parlez de ça? Est-ce qu'elle dit qu'aujourd'hui, elle n'aurait pas pu enseigner, par exemple, vu la manière dont les choses se passent, ou est-ce qu'elle trouve au contraire que vous êtes mieux loti qu'elle à son époque? Non, du tout. Ma mère, un enseignant, c'est quelqu'un qui a un rapport particulier à la jeunesse, vraiment. Et je crois que ma mère va rester éternellement jeune dans sa tête parce que ce rapport à la jeunesse, elle l'a beaucoup aimé. Et la preuve, c'est qu'il y a encore des élèves qui la rencontrent, qui lui parlent avec plaisir, avec enchantement. Donc ce rapport, je ne sais pas si je doute qu'elle dise qu'elle n'aurait pas pu. Ma mère, petite femme, mais bon, de caractère. Donc, j'aurais pas eu peur pour elle non plus. Mais ce que vous dites là, ça me fait me replonger dans mes années où j'ai quand même été quelques fois à l'école. Et je me rappelle en cours moins 2, un maître qui s'appelait M. Elie au Gaumont. Et j'avais envie de ne pas changer de classe. Tellement il était bien, j'avais envie de passer le reste de ma scolarité avec ce professeur. Et je lui rends hommage aujourd'hui en disant ça, c'est en cours moins 2, M. Elie. Voilà. On a des enseignants, des fois aujourd'hui, qui ont peur d'aller en classe. Parce que la violence est là. Ça existe dans certaines zones qui sont particulièrement difficiles en fonction aussi de la personnalité des uns et des autres. Ce n'est pas un métier facile, mais on ne peut pas dire non plus que tous les enseignants, dès qu'ils vont à l'école, ils ont peur. Je crois qu'il y a une image aussi de notre métier qu'il faut aussi regagner. Moi, je vais, par exemple, au lycée avec plaisir. Donc, voilà, j'ai travaillé pendant longtemps en éducation prioritaire. C'est pas du tout la même chose. Mais en même temps, je ne peux pas dire que quand j'allais dans mon établissement, j'avais peur. Naturellement, ce n'est pas le même rapport. Il y a plus de tension dans certains établissements en fonction de la zone dans laquelle ils se trouvent. Mais enfin, bien sûr qu'il y a des conditions de travail qui sont de plus en plus difficiles parce que la société est difficile et violente. Mais ce n'est pas non plus... on n'est pas... on arrive à travailler quand même avec nos élèves, même si c'est vrai que dans certains établissements, la situation n'est pas facile pour un certain nombre de collègues. Oui. Vous avez parlé d'établissement. Est-ce que vous pouvez nous donner une bonne nouvelle? Est-ce que le lycée Schellcher va ouvrir ses portes pour cette nouvelle rentrée? Et bien sûr que le lycée Schellcher va ouvrir ses portes pour la rentrée. Avec beaucoup de plaisir, parce que on a beaucoup souffert aussi, il faut le dire.
Ça a été extrêmement difficile. On a dû lutter. Ça a duré combien de temps, ça? Ça a duré près de 25 ans. 2015. Ouais, c'est en 2015 que les choses se sont faites. Ça a été difficile, oui. On a dû lutter pour que l'établissement existe. Je rappelle que l'objectif, c'était de le fermer à un moment. On a dû lutter difficilement. On a réussi à déménager dans les conditions que vous savez. Et aujourd'hui, le lycée est reconstruit. On est ravis de rentrer dans notre établissement, même s'il y a toujours quand même une petite crainte, puisque ce sont des nouveaux locaux. Il faut voir comment on va les appréhender. Et il y aura toujours de toutes les façons des malfaçons. C'est comme ça dans tous les établissements. Même quand on construit notre maison, il y a des malfaçons. Donc, il y aura ce ne sera pas facile, mais on est ravis de retourner chez nous. D'accord. Est-ce que ce sera toujours le lycée Schellcher ou il y aura une autre appellation pour ce nouvel établissement, j'ai envie de dire? Alors pour l'instant, en général, ça émane de la collectivité qui a déclaré que pour l'instant, il n'y avait pas de volonté de changer le nom du lycée Schellcher. Il y a aussi des décisions qui doivent être prises au conseil d'administration si ça émane de la collectivité. Donc pour l'instant, il n'y a pas de demande particulière, ça reste le lycée Schellcher. Bien. Alors, cette nouvelle rentrée, quels sont les objectifs? Mais est-ce que le protocole sanitaire reste le même avec le gouvernement par rapport à la pandémie Covid? Alors, on est dans une phase de décrue, on a bien vu, avec un virus qui a l'air d'être moins virulent. Donc, bien évidemment, il y a déjà des protocoles avec plusieurs niveaux qui sont prévus. Si l'épidémie vient à se dégrader, la situation épidémique vient à se dégrader. Mais pour l'instant, ce sont les précautions d'usage, c'est-à-dire se laver les mains, essayer de rester à 1 mètre, etc. Il n'y a plus de port de masque, mais bon, il n'est plus obligatoire, mais ça, chacun fait comme il l'entend. Par exemple, moi, je porte toujours mon masque en classe. Et vous nous faites l'honneur de ne pas le mettre quand vous venez en interview. Je vous remercie d'ailleurs pour ça. Nous sommes suffisamment loin. Loin en plus. Et ça me fait tellement plaisir de remettre du rouge à lèvres de temps en temps. Lorsque la situation est difficile dans un lycée, on a parlé à un certain moment éventuellement de faire appel aux forces de l'ordre. Est-ce que on arrivera à ça, Madame Vertal-Loyo? La place des forces de l'ordre n'est pas dans un établissement, n'est pas dans un établissement scolaire. Donc il y a de vraies difficultés de violence dans certains établissements. Il y a aussi beaucoup de gens qui se taisent, qui ne disent pas, d'informations qui ne remontent pas au rectorat parce qu'on ne veut pas, certains chefs d'établissement ne veulent pas de publicité négative pour leur établissement, ce qui est purement et simplement scandaleux. Par rapport à leur propre carrière, ils ont peut-être peur que leur carrière en souffre. J'essaie de ne pas juger, mais enfin, je dis que c'est purement et simplement scandaleux parce qu'il faut des mesures quand il y a des choses graves. On a des collègues qui nous ont dit qu'il y a dans certains établissements, bon, c'est pas la règle, mais il y a déjà eu des fusils dans des établissements. Donc, il y a des armes. Donc, ça ne veut pas dire que c'est la règle, vraiment pas. J'ai entendu ça 2 fois. Et naturellement, on est monté au créneau, etc., pour que les choses se tassent et qu'il y ait des fouilles. Parce que, par contre, on organise aussi des fouilles dans les établissements. Pour pouvoir voir s'il y a des objets contendants, par exemple, que les élèves ont. Mais bon, pour la plupart du temps, je crois que la majorité respecte les obligations. Alors, le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Outre-mer aussi, disait que pour Mayotte, ou Mayotte, je crois, faire des camps de redressement surveillés par les militaires. Qu'est-ce que vous en pensez en tant qu'enseignant? Est-ce que c'est quelque chose qui vous donne froid dans le dos ou bien vous dites que finalement... Des camps de redressement, j'ai l'impression je dis camps de redressement. Oui, mais c'est ce qu'il a utilisé comme vocabulaire. Moi, je dis qu'on est dans un autre âge. Je crois vraiment dans les vertus de l'éducation. Oui. De l'éducation et pas du redressement avec un bâton. Il y a une justice qui est qui fonctionne. Je crois qu'il faut voir précisément ce que l'on entend derrière ça. Mais je crois aussi qu'il y a on est trop dans la communication. Donc on communique et puis on ne sait même pas ce qu'on met derrière. Donc j'attends de voir, mais moi je crois vraiment dans les vertus de l'éducation. D'accord. Quelles sont pas priorités, mais vous allez entamer une nouvelle saison, enfin une nouvelle rentrée scolaire, une nouvelle année scolaire.
Qu'est-ce que vous attendez de cette nouvelle année, Madame Viertal-Loriot? Moi, j'attends qu'on puisse travailler dans de bonnes conditions matérielles déjà, parce que ça, c'est très important, des conditions matérielles. Mais aussi, j'entends qu'on puisse être enfin entendu par la centrale, par notre rectrice, par la centrale, qu'on puisse aussi échanger pour améliorer le système. Pour pouvoir avoir des moyens, parce qu'on va dire que les organisations syndicales réclament toujours plus de moyens, mais c'est le vrai nerf de la guerre. Quand on voit qu'on n'a pas assez de surveillants dans nos vies scolaires, que les CPE sont en difficulté, qu'il faut aussi, il y a aussi tout le dossier des AED. C'est-à-dire AED? Des assistants d'éducation qui, pour un certain nombre d'entre eux, seront CDIsés. Il faut aussi qu'on se batte pour que la CDIsation ne débouche sur de véritables carrières. Enfin, il y a tellement de choses qu'on a à faire, mais vraiment travailler de manière sereine. Et je profite de votre antenne pour souhaiter la meilleure rentrée à l'ensemble de mes collègues. On aura une année de toutes les façons où il faudra encore se battre, mais le SNES sera encore là pour pouvoir suivre et aider les collègues. Tant ceux qui sont en difficulté que les autres, parce que je crois que quand on travaille dans l'éducation, il faut toujours être au courant de son métier. Merci beaucoup, Madame Valérie Viertal-Loriot. Je rappelle que vous êtes du syndicat SNES FSU, co-secrétaire académique. Exactement. En tout cas, je vous souhaite une bonne et excellente année scolaire. Merci beaucoup. Tout le long de l'année, que vous puissiez venir nous parler de votre métier si beau et comment les avancer dans ce métier. Je vous remercie infiniment. Merci à vous. Merci à Manuela pour l'AREA, merci à Marvin et merci à vous chez vous de nous avoir suivis. À très vite sur Zouk TV.